Je me retourne vers Pierre Micheletti. Alors Pierre Micheletti, sur ce schéma que Alain nous a brossé, parfois d'une manière très affective, quel est votre sentiment d'humanitaire? C'est-à-dire vers quoi l'humanitaire peut-il aller en Afghanistan dans ce contexte, effectivement, du retrait de la coalition et d'une hypothèque très grande sur le politique Je crois bien malin aujourd'hui qui peut dire ce qui va se passer quand le retrait des troupes internationales atteindra de fortes proportions. Du point de vue des besoins sur le terrain, la question qui est posée, c'est les humanitaires vont-ils rester? Pourront-ils rester? Pourront-ils se déployer? Et s'ils ne se déploient pas, parce qu'après tout, ils ne sont peut-être pas indispensables, qui pourrait apporter les services et apporter de l'aide aux populations qui en auraient besoin. Donc c'est au-delà de la sécurité des humanitaires, c'est bien de ça dont il s'agit. Et moi, je pars du principe que ce mouvement humanitaire international, il s'est beaucoup affaibli en Afghanistan depuis 10 ans, pour les raisons qu'on a évoquées tout au long de la soirée, de la confusion des genres, à la fois d'une confusion consentie de sa part, à la fois d'une confusion liée à la perception que certains des belligérants ont eu des humanitaires, qui, encore une fois, est un mouvement polymorphe. Et toutes les organisations non gouvernementales n'ont pas eu la même attitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Si je regarde des sujets de préoccupation plus spécifiques pour Médecins du Monde, ce que je constate, c'est que les derniers chiffres concernant la production de drogue sont inquiétants. On a plus 60% de production d'opium en 2011 et plus 10% de plantation. Alors qu'on nous annonce depuis 2009 quelque chose qu'on avait déjà commencé à constater sur les chiffres. Depuis 2007 plutôt, on commençait à assister à une baisse de la production d'opium et manifestement 2011 est reparti de plus belle. Est-ce que c'est de l'inquiétude de la part de gens qui vivent de ce business? Je n'en sais rien, mais les chiffres sont là. L'autre question qu'on peut légitimement se poser pour la population, parce qu'on n'a pas évoqué ça ce soir, mais une des choses qui s'est passée pendant ces 10 ans, c'est que l'État afghan, quel que soit le jugement qu'on porte sur cet État et quel que soit le manque d'évaluation réelle qu'on a sur la mise en œuvre des politiques publiques, concernant la santé, l'État afghan a été sur une logique de privatisation du système de santé. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait des appels d'offres sur chaque province en demandant aux ONG de se positionner pour se responsabiliser sur la prise en charge de la santé de telle ou telle province. Donc, si demain... Alors, on a beaucoup de doutes sur l'effectivité des structures qui auraient... On est sûr que l'argent part du gouvernement central, on n'est pas sûr qu'il arrive dans les provinces et on n'est pas sûr qu'il est utilisé à faire ce pourquoi il est censé être utilisé. Donc peut-être que le retrait pur et simple ne changera rien, mais en tous les cas on peut se poser la question de qui, dans un système de santé qui s'est construit pendant 10 ans sur une logique de privatisation, s'il n'y a plus d'État et s'il n'y a plus d'intervenants privés, qui va faire cette offre de service? Ensuite, je ne ferai pas de prospective, je dirais simplement que ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Les ingrédients de l'apaisement, ils sont communément admis comme de 3 ordres. Il y a ceux qui renvoient à la responsabilité du gouvernement afghan de la lutte contre la corruption, de la capacité qu'aura Karzai à fédérer le patchwork ethnico-politique. Karzai n'est pas Najibullah, il a l'air un petit peu plus adroit. Donc qu'est-ce que va donner sa gestion de la vie politique interne? Deuxièmement, qu'est-ce que va donner l'aide internationale à la fois dans les flux financiers, parce que Bonn a été très elliptique sur la question, et à la fois dans les conditions du désengagement militaire, et puis la question cruciale des pays voisins. Je ne sais pas si c'est à la Chine ou à l'Inde que vous faisiez référence tout à l'heure. Aucun des deux pays n'a une attitude parfaitement anodine, en plus du Pakistan, en plus de l'Iran. Donc il y a la question du voisinage est cruciale, en sachant que la question du voisinage est intimement mêlée avec la question ethnique. On ne peut pas parler des Pashtuns sans se préoccuper de la composante Pashtun au Pakistan. On ne peut pas parler des Baloutches sans avoir en tête la tentative de déstabilisation que fait l'Inde vis-à-vis du Pakistan à travers la population baloutche. On ne peut pas parler du rôle de l'Iran sans parler des Tadjiks, etc. Donc c'est un micmac bien malin qui pourra y dire. Et je rajouterai, comme si la situation n'était pas assez complexe, un élément nouveau de la fin de la décennie qui est la manne du sous-sol
qui commencent à être mises en évidence. Vous avez vu comme moi un certain nombre d'articles. À la louche, 1000 milliards de dollars de ressources dans le sous-sol en première analyse. Et les Chinois ne s'y sont déjà pas trompés sur un certain nombre de puits pétrolifères du nord du pays, de même que certaines sociétés américaines dans l'exploitation du cuivre, de même que des sociétés indiennes sur l'exploitation du fer. Donc c'est dans une équation déjà complexe, la composante des richesses du sous-sol qui faisait dire à certains journalistes que est-ce qu'on va avoir en plus une évolution sur la mode de la République démocratique du Congo en Afghanistan. Jacques Demaillot, pour conclure. Par rapport à notre mission, elle reste toujours fidèle à elle-même. On est là pour venir en aide aux victimes d'un conflit armé, d'une violence armée, par deux biais. C'est intervenir auprès des parties au conflit pour qu'elles respectent le mieux possible le droit international humanitaire et le droit de la guerre tel qu'il doit s'appliquer dans ce genre de situation. Et deuxièmement, en répondant aux besoins générés par le conflit lui-même. Maintenant, par rapport à la situation, il est important de distinguer entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et je pense que vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments par rapport à ce qu'on sait et à ce qu'on ne sait pas. Nous, ce qu'on sait, et ce sur quoi on construit un scénario opérationnel, c'est le suivant. On part de l'idée que le conflit va se poursuivre. On part de l'idée qu'il y aura poursuite d'un conflit armé non international avec une dimension internationalisée, mais qui va se transformer. Il est évident qu'à partir de maintenant, et au-delà évidemment de 2014, l'empreinte physique, quantitative de la communauté internationale n'aura rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, sans être pour autant absente. Il est évident qu'il y aura des opérations qui seront beaucoup plus inscrites dans le contre-terrorisme que dans le contre-insurrection, qui vont être menées notamment par des forces spéciales, en soutien avec ou pas le gouvernement afghan. Et que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera entre maintenant et 2014, aura des incidences sur le paysage politico-sécuritaire afghan. Je prends un exemple. Une des stratégies aujourd'hui consiste à armer des milices locales. C'est quelque chose qui est parfaitement prévu par le droit, qui peut parfaitement d'ailleurs bien fonctionner sans violer le droit dans un certain nombre de cas et de circonstances. C'est aussi potentiellement une recette pour créer des acteurs locaux qui se retrouvent donc légitimés, armés, soutenus, dans une impunité liée à la faiblesse du gouvernement et du système judiciaire et de la gouvernance du système afghan, qui se retrouvent finalement à occuper un espace et à vivre des revenus que le fait d'être armé, légitime et opérant en toute impunité peut signifier. Donc, facteur de stabilité d'un côté, facteur d'instabilité de l'autre. Ça, c'est une vraie réalité. Ce qu'on constate, c'est effectivement une fragmentation du paysage politico-militaire, sécuritaire, le long de lignes qui sont de nature économique, qui sont de nature ethnique. On se refuse de tomber dans une forme de catastrophisme qui voudrait dire que, voilà, la guerre civile est inévitable. On ne sait pas. La position du CICR, c'est que nous ne savons pas ce qui va se passer par la suite. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des dynamiques de stabilisation et il y a des dynamiques d'instabilisation, de déstabilisation. Et que les acteurs de ces différentes dynamiques sont parfois les mêmes. À voir comment cette chimie va fonctionner, c'est tout l'enjeu des mois à venir. La conférence de Bonn nous donne une ou deux indications sur lesquelles je ne vais pas élaborer moi personnellement ici, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se passent ailleurs qu'à Bonn. Il y aura forcément à un certain moment une volonté d'initier des processus de dialogue, des processus de réconciliation. On sait aussi, les humanitaires, les militaires et les politiques, ça on le sait très bien, que dès qu'on parle de réconciliation, c'est souvent une mauvaise nouvelle sur le terrain, parce que justement, on va être plus fort dans le cadre des négociations de paix, etc. Donc il y a tous ces facteurs qui rentrent en cause. La situation se dégrade dans certaines parties du pays, étant entendu que tout le pays n'est pas homogène. La situation à Bamiyan n'est pas la même situation que dans le Logar. La situation dans le Wardak ne correspond pas à celle du Ningarhar. J'entends. Tout ça, c'est des choses extrêmement difficiles, il y a des dynamiques extrêmement locales. Il y a aussi des dynamiques transfrontalières qui sont absolument cruciales pour comprendre ce qui va se passer demain en Afghanistan. Les Afghans ont une capacité de résilience et
et de négocier les choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a aussi cette problématique par rapport à l'humanitaire qui est le retrait international va forcément s'accompagner, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit aussi, va forcément s'accompagner d'une baisse considérable dans l'injection économique, dans une économie qui elle-même est une économie souvent criminalisée, souvent une économie de guerre, une économie souvent de prédation au niveau local. Et ça va se traduire par un affaiblissement encore de certains services gouvernementaux, ceux qui marchent, il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Je vous donne un exemple, je vous l'ai dit, on a plus de 130 000 amputés. Quand on rencontre des donateurs, ils nous disent oui, mais en termes de exit strategy, comment vous allez faire, à qui vous allez le remettre, on aimerait bien les remettre à quelqu'un. Le fait est qu'il n'y a pas un ministère pour les handicapés en Afghanistan. On a du travail là pour 40 ans. Alors qui va le faire? On va continuer à le faire, on serait prêt. Et ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le travail par rapport à l'eau, il y a le travail par rapport à la santé, au système d'éducation. Il y a énormément de choses à voir. En même temps, il y a des forces vives en Afghanistan. Il y a une jeunesse qui se rebelle contre un mode de fonctionnement aussi de générations passées qui peut être très sain aussi, une remise en question de cette espèce de patriarcat un peu opportuniste. D'un autre côté, on assiste aussi à une forme de radicalisation d'une certaine forme de la jeunesse, le déficit en éducation, le déficit en accès à une information digne de ce nom, simplement à des notions de philosophie qui permettent de remettre les choses en perspective, sont là largement absentes. Et là, je fais peut-être juste un petit lien avec... C'est vrai, vous aviez raison de dire qu'il y avait un grand rejet du système communiste, etc. Mais il est quand même intéressant de noter que quand Najibullah s'est fait lâcher par les soviétiques, le système a quand même tenu très longtemps. Et pourquoi il a tenu très longtemps? Il a tenu très longtemps parce qu'il y avait un gouvernement qui était peut-être pas à la hauteur de nos attentes en tant qu'acteur humanitaire, en tant qu'acteur politique, mais qui en termes d'efficacité et d'efficience était solide. Il y avait un appareil de sécurité qui était autrement plus compact et solide que celui qu'on a aujourd'hui. Il y avait au niveau urbain, et pas du tout dans les villes, là je vous rejoins complètement, il y avait une administration qui se traduisait par des services qui allaient de la sécurité à la justice, aux soins médicaux, à toutes sortes de choses. Et il y avait une classe moyenne. Et au fond, pour avoir vécu exactement les mêmes choses que toi à l'époque, j'étais avec les Moudjahidines du côté de Jalalabad, et ils disaient « Next week, we take Jalalabad ». Ça a pris 3 ans. Et ils me demandaient pourquoi, au fond... maintenant que les soviétiques sont partis, voilà, les Moudjahidines vont arriver et puis vont libérer le pays. On était aussi un peu imprégné de cette rhétorique du combattant de la liberté, etc. Et finalement, ensuite, j'ai compris qu'il y avait une classe moyenne, laïque, qui avait très peur de ces gens qui débarquaient des montagnes pour établir un vrai système islamique qui obéirait à la charia, etc. Aujourd'hui, la classe moyenne afghane, il n'y a pas de comparaison avec ce qu'elle était à l'époque. Il y a eu une diaspora énorme, beaucoup d'Afghans éduqués sont partis, et beaucoup d'Afghans aujourd'hui craignent simplement pour leur gagne-pain aujourd'hui. Il y a beaucoup de contrats qui dépendent de beaucoup de vies, de livelihoods qui sont complètement liés à la présence internationale. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens-là? Donc pour terminer, je voudrais juste citer une phrase qu'un Afghan m'a donnée, parce que souvent on a tendance, les humanitaires, les diplomates, les militaires, etc., à parler au nom des Afghans. Et je voudrais juste dire une chose que m'a dit un Afghan qui fait partie de l'opposition armée. Et là, je précise juste une chose, on a parlé d'opposition armée, on a parlé des talibans, mais l'opposition armée, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est une constellation, c'est une nébuleuse qui inclut évidemment la Omar et les talibans mainstream, comme on dit, mais il y a aussi le réseau Haqqani, il y a Gulbuddin Hekmatyar, il y a toutes sortes de groupes qui gravitent là autour avec des agendas pas toujours intégrés, loin s'en faut. Et il m'a raconté cette histoire suivante, simplement un poème de Rumi, poète perse originaire d'Afghanistan, effectivement, et qui me rappelle un peu cette discussion. Il a dit un jour, la vérité est tombée du ciel, et sous la forme d'un miroir, et elle s'est brisée en 1000 morceaux. À partir de là, nous tous avons pris un morceau de ce miroir, on s'est regardé dedans, et on était persuadés de voir la vérité. Et ça me paraît quelque chose de très afghan, et de très juste aussi par rapport à nous. Faisons attention à bien réaliser qu'on a juste un débris de quelque chose de plus large, et qu'on ne maîtrise pas la totalité des choses. Ça serait une forme d'arrogance que les Afghans ne méritent pas. Merci beaucoup. On laissera la dernière parole à Rumi. Merci à nos intervenants. Merci aux équipes du CICR Paris. Merci aux équipes du CAP aussi qui nous accueillent. Et puis, bonne fin d'année à tous. Et on vous donne rendez-vous début mars. Voilà, merci. Bonne soirée. Merci.